Alors 10 ans, c'est un bel âge. On est une gamine, on est une préadolescente. La VE, on le sait, est née avec la loi de modernisation sociale. Elle a été confirmée, j'ose pas dire baptisée, avec la loi de cohésion sociale en 2005 qui justement parlait de GPEC et qui liait les deux, la gestion prévisionnelle des emplois des compétences et la VE. La VE qui était un droit individuel est présentée comme tel, souvenez-vous, et tout le monde s'en souvient dans la salle, de ces affiches « Mon expérience ou un diplôme » en 2002-2003. On a parlé ensuite des dernières années de VE collective. C'est à cette idée que nous allons nous attacher sur cette table ronde en nous posant cette question, 10 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la VE est vraiment un outil au service du développement des compétences pour les entreprises, pour les salariés? Est-ce que ça marche en vrai? Malgré les belles expériences dont on a entendu parler, est-ce que les entreprises s'en emparent ou pas? Beaucoup, pas assez. Bref, toutes les questions qui agitent un petit peu ce thème-là. Alors, on va partir sur quelques éléments de gestion prévisionnelle des emplois de compétences pour parler très vite de la mise en œuvre. On va faire un petit zoom sur la VE collective, sur la VE mixte qui fait beaucoup causer, hein, c'est l'alternance de formation et pendant la validation. Et on finira par élargir ce débat sur les points de vigilance, les points de progrès et aussi les bonnes pratiques en termes de validation des acquis pour l'entreprise et ses salariés. Alors, Monsieur Ididovici, vous parliez tout de suite. Je vais vous relancer sur les éléments que vous donniez tout de suite. Bon, vous travaillez pour une plateforme intercertificateur, vous voyez donc des entreprises très régulièrement, vous travaillez avec les OPC, avec les secteurs professionnels. En vrai, hein, on va dire les choses très clairement. Qu'est-ce qui sous-tend la mise en œuvre d'une entreprise, le souhait de mise en œuvre d'une entreprise pour la VE? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une logique de qualification, de reconversion en interne, en externe, des logiques de parcours liées justement à la GPEC, des logiques de formation, je vais faire des économies. En vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière, souvent? Je crois qu'on peut tout rencontrer. Alors, sans vouloir qualifier telle ou telle expérience, puisque c'est mon opinion sur une expérience d'entreprise, dans le secteur de la restauration collective, ça on ne citera pas de nom, j'ai vu des démarches de VE collective qui étaient destinées à fidéliser. C'est-à-dire que si je peux inscrire mes salariés avec un très bas niveau de qualification dans un parcours de formation diplômant ou un parcours de VE, ou bien articulé du passage de CQP avec du passage de diplôme à travers des étapes que sont les entretiens professionnels, oui, je peux, à partir de ce travail, je peux élever le niveau de qualification et surtout fidéliser mon personnel. Dans d'autres cas, il est probable, même avoué, que oui, c'est moins cher que la formation, bien sûr. C'est moins cher que la formation. Bon, ça n'a pas les mêmes effets, en fait. Par contre, le constat a été fait tout à l'heure, l'appétence spontanée pour la VE, elle est la même que pour la formation, c'est-à-dire c'est déjà des gens qui ont le sentiment de leurs propres compétences qui veulent faire une VE, alors que les gens qui sont à des très bas niveaux de qualification ont souvent l'impression de ne rien savoir, de ne rien savoir faire. Et donc du coup, ils ne vont pas aller faire une VE, puisque justement, vous savez, moi j'ai la tête vide, hein, je fais ce qu'on me dit, etc. Et d'ailleurs, je repense aux partenaires sociaux, j'avais entendu ça une fois, on a un droit à la formation, mais on devrait aussi peut-être formaliser un droit à l'expérience professionnelle formative. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous connaissez peut-être les entreprises de chaussettes qui ont fermé il n'y a pas très longtemps dans le centre de la France, et un reportage, on voyait quelqu'un qui était formeur en chaussettes. Qu'est-ce que c'était son métier? Il disait, depuis 15 ans, je fais la même chose, le même geste, je prends ma chaussette, je l'enfile dans une forme dans laquelle on injecte de la vapeur. Voilà. 15 années, le même geste. Et on ne va pas lui proposer une VE, celui-là. Je veux dire, et l'entreprise, elle a une part de responsabilité dans le fait de lui avoir proposé pendant autant de temps un emploi porteur de si peu de compétences. Certes, il peut y avoir des compétences comportementales, relationnelles et autres, mais professionnelles réellement, aucune. Voilà. Merci. Monsieur Thierry.
Au-delà de la mise en adéquation des postes avec des compétences, on a bien vu ça, de l'établissement d'une cartographie des compétences dans l'entreprise, est-ce que la VE permet vraiment des parcours en entreprise? Est-ce que ça permet d'évoluer réellement ou est-ce qu'on reste à faire ces modèles de chaussettes? Je pense qu'effectivement la VAE permet d'évoluer. Donc, dans nos projets, nous avons été très clairs dès le départ, c'est-à-dire que il n'était pas de ma responsabilité de chef de projet de pouvoir proposer une promotion aux personnes qui réaliseraient et réussiraient leur VAE, mais nous avons clairement laissé entendre aux personnes que si elles faisaient cet investissement personnel dans cette démarche, si elles réussissaient, comme le disait tout à l'heure l'interlocuteur que vous avez à votre droite, effectivement, les gens prennent conscience de ce qu'ils valent et ils savent mieux se vendre pour ensuite évoluer en interne de l'entreprise. Pour évoluer chez vous, il y a une barrière de diplôme pour passer de N à N+1? Dans certains cas, il y a des barrières de diplôme. Dans d'autres cas, non, c'est surtout la compétence qui est reconnue. La compétence reconnue, Madame Erel, la VAE a-t-elle un rôle à jouer au niveau de la sécurisation des parcours des salariés? Alors, concernant la sécurisation des parcours, la VAE, je pense, a un rôle à jouer, mais il ne faut pas lui donner un plus grand rôle qu'elle ne peut avoir. Je crois que c'est un petit peu ça. Il faut aussi distinguer, je pense, quand on parle de sécurisation des parcours, le rôle des entreprises et aussi des individus, parce que la sécurisation des parcours, ça concerne aussi les entreprises, mais enfin, d'abord les individus. Et je crois que là, il faut qu'on ait deux angles différents. Ça, pour les individus, c'est une sécurité. Dans certaines entreprises, effectivement, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que faire valider ses acquis peut aider à un maintien dans l'entreprise et une évolution dans l'entreprise. Ça fonctionne surtout dans des entreprises qui ont besoin de fidéliser leur personnel. D'autres entreprises qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont suffisamment de personnel et ils savent que s'ils en ont besoin, il n'y aura pas de souci pour en recruter, n'ont pas du tout cette optique-là. On a quand même des industries de l'agroalimentaire en Bretagne qui viennent de disparaître, pour lesquelles la VAE, voire la formation, ce n'était pas leur souci. Et donc on a là des personnels qui se retrouvent sans rien. Enfin, donc on a des politiques d'entreprise qui sont extrêmement différentes. Après, pour les individus, ça peut être aussi une sécurisation des parcours, comme ce que je disais, c'est-à-dire d'avoir une attestation, un diplôme disant voilà, je sais faire ça. C'est aussi, s'il faut partir, s'il faut changer, pour eux, c'est un atout, c'est un appui, c'est quelque chose sur lequel ils s'appuient pour dire ça y est, je suis capable de faire autre chose, paradoxalement, parce que la VAE, c'est quand même ce qu'on a fait, parce que pour eux, quelquefois, c'est aussi dire je peux rebondir, je peux faire autre chose. Enfin, je crois que la sécurisation des parcours, ça marche à la fois pour l'individu, mais aussi pour les entreprises. Monsieur Ménager, je suis capable en faisant le tour de ce que vous étiez capable de faire par le biais de la VAE, est-ce que ça vous a donné aussi une autre image des autres métiers de l'entreprise dans lesquels vous travaillez? Est-ce que ça a facilité la communication avec les personnes, vos collègues ou avec vos supérieurs? Une autre vision des métiers, non, parce que je pense que... Je ne sais pas s'il y a je pense que en fait, j'ai une assez bonne connaissance des métiers, je dirais, de mon métier, de tous les métiers environnants. Non, en fait, je pense simplement que, enfin, ma vision des choses, c'est que justement, c'est une démarche très très personnelle, que l'entreprise met quelques moyens à disposition au panier des collaborateurs, mais que c'est eux qui prennent en charge, je dirais, c'est une espèce de légitimation, enfin, à mon sens, pour moi, c'était une espèce de légitimation du niveau auquel j'étais arrivé, et mon entreprise m'offrait la possibilité de le formaliser, dont acte. Et puis, remettre les pendules à l'heure, quoi. Je ne sais pas dans quel sens remettre les pendules à l'heure. Formaliser ce que vous saviez pas. Oui, non, formaliser, et puis c'est vrai, il y avait une notion intéressante, donc ce n'était pas votre question, mais en fait, il y a une espèce de bilan, je crois que c'est mon voisin de gauche qui en parlait,
il y a une espèce de bilan sur la capacité à laquelle on est arrivé et son niveau, entre guillemets, de performance. Et puis, ça donne une espèce de, je ne sais pas si on peut parler de coup de booster, mais certainement, pour certains, je pense que c'est une confiance en soi et peut-être, justement, je dirais, l'origine d'une évolution dans l'entreprise. De la confiance en soi et de l'appétence à la formation. On l'a entendu tout à l'heure. Anne Gernier, Michel Tabouret, est-ce que vous avez remarqué ça, vous, de l'interne? Parce que vous travaillez dans la formation et dans la certification. Je pense que c'est quelque chose qui est répété quand même depuis ce matin, qu'on entend pratiquement à chaque fois suite à des jurys de VAE. Les jurys de VAE sont toujours des moments très forts. Plusieurs personnes, on a ce retour très très fréquemment qui sont « j'ai jamais été dans un tel état de panique, même quand je passais mes examens, même quand je passais mon permis de conduire, peu importe, mais parce que là c'est un moment où effectivement il y a tout ce retour sur soi. On l'a dit dans les chiffres ce matin, c'est la moyenne d'âge est à peu près 40 ans, entre 30 et 50 ans, c'est un retour sur 20-25 ans de vie professionnelle et personnelle, donc une évolution, et donc c'est toujours un moment fort, et le fait de prendre du recul, de regarder ce qu'on a fait, ramène effectivement la confiance, et on s'aperçoit de tout le parcours qui a été fait. Donc vous remarquez aussi cette appétence à l'information ensuite, les gens qui reviennent se former? Il y a une étude avait été faite dans le cadre du réseau RUOA, dont on a parlé ce matin, par deux étudiantes qui étaient en master de Rennes 2, sur les personnes passées en jury de 2002 à 2008 au sein des 10 universités du réseau. Et ce retour-là revient, c'est-à-dire plus de confiance en soi, envie d'évoluer, donc soit pas forcément de changer d'entreprise, parce que c'est souvent la crainte effectivement de changement d'entreprise, ça peut arriver, mais je crois que 53% des gens ne souhaitaient pas changer. On était vraiment plus dans une meilleure intégration dans l'entreprise, en s'investissant en termes de tutorat par exemple, en reprenant également des formations pour pouvoir évoluer et avoir... ce travail réflexif permet de mieux voir vers où on a envie d'aller. En parlant de formation, M. Simon, qu'est-ce que la VE vous a permis de faire valider, entre guillemets, des formations qui étaient organisées en interne par Orange depuis des années? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de mon exposé. Nos personnels dans les domaines techniques n'ont pas cessé de se former, de s'investir pour suivre les évolutions technologiques. Et d'ailleurs, dans les dossiers qu'ils doivent remettre dans le cadre de leur dossier de validation, il y a tout un volet important des formations qui sont en rapport avec le diplôme visé. Et effectivement, c'est une façon d'officialiser et de faire reconnaître toutes ces formations qui sont suivies. Merci. Dans l'expérience que vous avez présentée et dans la plupart des VAE dites collectives, il y a une sélection des salariés à qui on va proposer cette démarche-là. On appelle ça poliment un diagnostic RH. On va faire un diagnostic RH pour sélectionner les salariés à qui on va proposer d'entrer dans la démarche. Monsieur Lebovici. Oh, pardon, excusez-moi. Monsieur Idelovici, joli lapsus. Je crois même qu'il est psychiatre. Hein, oui, il est psychiatre. Comment alors, ce choix? C'est le potentiel d'évolution, c'est quoi? Ce que propose la plateforme des certificateurs, c'est justement de faire un entretien individuel avec chaque salarié, et pas le salarié désigné par l'entreprise. Et le premier entretien, c'est un mini-bilan professionnel à l'issue duquel on a un rendu, alors rendu au salarié et lorsque c'est prévu à l'employeur, mais pas toujours, pour lui dire, pour constater que peut-être ce salarié n'a pas besoin de VAE,
Peut-être on peut le cibler sur un diplôme, ou sur 2 diplômes, parce qu'il y a des certifications voisines. Peut-être plus le cibler sur un bilan de compétences, ou le cibler sur une formation, à l'inscription à une formation, parce qu'il n'a pas les 3 ans d'ancienneté, parce qu'il n'est pas un poste dans lequel il a pu développer des qualifications professionnelles ou des compétences supérieures au niveau déjà obtenu. Donc il y a pas, je me méfierais plutôt, il faut que le diagnostic RH soit bien partagé et établi finement pour que les candidats sélectionnés pour la VAE n'aient pas l'impression d'être dans une seringue que l'on projette soit vers le haut, soit vers la sortie. Comment vous avez fait pour obtenir l'adhésion des salariés, Madame Erel? Comment fait-on pour motiver les salariés à entrer dans une démarche de VAE? Monsieur Théodoric, d'abord. Donc, pour faire adhérer les collaborateurs que l'on cible dans le cadre d'un projet de VAE, la phase la plus importante, c'est une phase de communication. Une phase de communication à tous les niveaux, donc hiérarchique. Donc, lorsque je me suis mis en œuvre sur le projet concernant les unités d'intervention, j'avais préparé des kits de communication pour que toute la ligne hiérarchique ait l'information sur comment les choses allaient se passer pour ce projet, pour qu'ensuite on puisse communiquer finement ces informations auprès des collaborateurs ciblés pour qu'ils puissent se décider eux-mêmes et éventuellement en allant voir leur manager pour avoir des informations complémentaires. Et nous n'avons pas sélectionné les candidats. Je rappelle que la VAE est un droit ouvert à tous, bien sûr, mais que c'est aussi un droit individuel et que c'est eux-mêmes qui se proposent d'entrer ou non dans la démarche. Vous êtes rentré par une logique métier dans l'entreprise. Voilà, nous on a ciblé des activités, des métiers, et on a cru bon, parce qu'on avait étudié les fiches de poste de ces collaborateurs, et fait le rapprochement de ces fiches de poste avec des titres ou des diplômes, et on a pensé qu'effectivement, ils étaient susceptibles d'avoir développé les compétences, les connaissances qui pourraient être reconnues dans le cadre du PAE sur ces titres ou diplômes. On va y revenir. Madame Erel, comment motiver les salariés? En quelques mots. C'est une vaste question. On parle des VAE collectives. Sur les VAE collectives, il y a un point aussi qui est intéressant, puis je réponds à votre question, c'est la VAE collective, ça ne concerne pas forcément qu'une seule entreprise. On a des exemples en Bretagne de VAE collectives, notamment la GEFOS a monté quelques dossiers là-dessus, où ce sont plusieurs petites entreprises qui sont concernées par le même type de diplôme. Je crois qu'il y a eu une expérience de ce type, par exemple, sur le syndicat d'initiative pour je crois que c'était une licence de tourisme qui travaillait. Donc c'est aussi dans ce type de petite entreprise qui se regroupe à l'initiative d'un OPCA, c'est que les salariés soient bien au courant, enfin soient déjà informés de ce qui se passe, qu'ils soient aussi un petit peu partie prenante, c'est-à-dire que dans le cadre des syndicats d'initiative, c'était aussi une demande de certains salariés d'une reconnaissance justement du travail effectué, puisqu'ils n'avaient pas tous, au bout d'un moment, ils n'avaient pas tous la formation qui correspondait à l'emploi, donc ça venait d'une demande des salariés, et ça peut être entendu et pris en compte. Je crois qu'il y a aussi ça. Il y a aussi quelquefois les salariés sont capables de dire attendez, là, nous, avec d'autres, parce qu'on se voit, on voudrait bien faire valider. Et je crois que là, il y a l'intérêt des OPCA, peut-être là aussi, c'est-à-dire de pouvoir fédérer des toutes petites entreprises ou des moyennes entreprises qui n'ont pas de RH pour mettre une VAE en place. D'accord, merci. Monsieur Daboura, je vais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Thierry au sujet du référentiel métier, qu'on rapproche des référentiels de certification. Alors, il existe souvent des différences entre les référentiels métiers qu'on trouve en entreprise et les référentiels de certification qui définissent les diplômes. Voire même une personne qui est estimée très compétente dans son travail, qui répond complètement aux exigences de son poste, ne va pas répondre en termes de compétences, d'activité, au référentiel, ce qui est attendu dans un diplôme. Vous avez fait ce travail-là, vous, de rapprochement
des deux référentiels? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il s'agit là d'un point de vigilance pour mettre en place le VE collectif? Complètement, oui. Pour moi, au niveau des certificateurs, c'est le point essentiel. Il y a les référentiels métiers qu'on a dans l'entreprise France Télécom, pour prendre cet exemple-là, sont très clairement établis. Il y a une base de données importante et ça concerne des compétences, des compétences liées à des activités. En ce qui concerne les diplômes, on a plus généralement des documents qui font entre 200 et 250 pages, qu'on appelle un programme pédagogique national, ce qu'il est, dans un premier temps. Et ça concerne des savoirs, ça concerne des connaissances. Donc là, il faut évidemment faire un rapprochement entre les deux référentiels. C'est évidemment plus facile quand on a un référentiel plutôt professionnel qui va intégrer des compétences. Et il y a une seconde phase, c'est parce qu'on a remarqué qu'en utilisant les mêmes mots pour les compétences, on n'arrivait pas forcément aux mêmes compétences métiers. Et que là, il faut aussi définir des degrés, des niveaux de compétences, c'est-à-dire je sais faire en autonomie, je sais transférer ces compétences. Et ça donne, on va dire, des différences de niveau entre un bac plus 2 et un bac plus 3, par exemple. Merci beaucoup. Monsieur Delovici, essayez, je ne doute pas votre nom maintenant. Ici. On a parlé, pour rebondir un petit peu sur ce qui se disait tout à l'heure, de l'importance d'avoir une mobilisation dans l'entreprise. Quand on lit des choses sur des études qui ont été faites sur la VE collective, on lit souvent c'est important qu'il y ait un parrainage, qu'il y ait un référent au sein de l'entreprise, que l'encadrement intermédiaire soit bien mobilisé dans une dynamique de succès de l'opération. On parle même de référent VE en entreprise, vous me pardonnerez, M. Kinbrug. Le référent VE en entreprise, est-ce qu'il faut le former? Est-ce que ce serait une condition de réussite aussi de cette VE collective? Oui, évidemment qu'on ne peut pas s'improviser tuteur, maître d'apprentissage, coach, parrain ou toute autre fonction permettant favorisant l'apprentissage ou l'accès à une formation ou le développement de compétences d'un tiers sans formation. Ça me paraît évident. Cette fonction-là, elle est importante. Et précisément, elle est encore plus importante si ce n'est pas quelqu'un qui est dans la ligne hiérarchique directe. C'est-à-dire, oui, confier ses difficultés sur la constitution d'un livret d'activité professionnelle à quelqu'un qui a un regard et une action facilitatrice, c'est fondamental. Lorsque ça peut être mis en place en entreprise, mais ce n'est pas une fonction qui va de soi. C'est pas une fonction qui va de soi. Et juste un tout petit mot sur diplôme et activité professionnelle. Les diplômes du ministère du Travail et de l'Éducation nationale sont tous coécrits avec les branches professionnelles. Elles partent tous d'un référentiel d'activité professionnelle décliné en compétences. Effectivement, le regard des jurys, c'est une collation entre les compétences du diplôme et les compétences observées. C'est plus facile qu'à l'université. Monsieur Ménager, vous avez trouvé, vous, important en tant que candidat d'avoir bénéficié d'un accompagnement d'un organisme extérieur à l'entreprise? Oui, c'est un plus, puisque en fait, ça permet de mettre l'accent sur les points importants et sur les choses que l'on intègre et quasiment dont on n'a même pas conscience. En fait. Quels autres acteurs sont impliqués? Les partenaires sociaux, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans ces parcours? Oui, non, peut-être? Alors, les partenaires sociaux, ils peuvent intervenir à différents niveaux. Je pense que dans les entreprises, au moins dans les grandes de plus de 50, il y a les délégués du personnel qui ont un rôle à jouer. Tout ce qui est représentant les salariés, je pense que c'est des gens importants. Ça peut être des relais. Quelquefois, il faut les convaincre, déjà, ils ne sont pas mieux que les autres. Mais je pense que ce sont des relais importants. Après, on passe à d'autres niveaux. Les partenaires sociaux ont un rôle à jouer, notamment, ce que je disais tout à l'heure, au sein des organismes qui financent, parce que c'est aussi eux qui peuvent infléchir les politiques
des OPCA en disant, ben voilà, cette année ou dans les quelques années à venir, on met l'accent sur l'accompagnement de la VAE, par exemple. On finance ce que, par exemple, là, la GEFOS a décidé de financer les compléments de formation, c'est-à-dire les gens qui ont une validation partielle. Il faut bien qu'ils valident leur diplôme. Enfin, ils ont 5 ans pour le faire, mais encore faut-il trouver quelquefois le financement, quelquefois la formation en elle-même. Donc, vous voyez, les partenaires sociaux ont un rôle là aussi d'impulsion et de créer les conditions par l'intermédiaire des instances où ils sont. C'est aussi un rôle, par exemple, les partenaires sociaux se retrouvent dans différentes instances qui sont à Pôle emploi. Alors non pas que des salariés, on parle de ceux qui sont plus salariés et qui ne le sont pas encore, mais il y a aussi là l'AVE qui va être mis en place pour les demandeurs d'emploi. Bon, là, on est un petit peu dubitatif parce que c'est très très compliqué, mais je crois que, vous voyez, les partenaires sociaux peuvent être aussi là en disant, ben voilà, peut-être qu'il faut regarder certains publics, leur donner les moyens, leur donner du temps pour, par exemple, les demandeurs d'emploi. Donc on intervient à plusieurs niveaux. D'accord. Monsieur Timbruck, tout à l'heure, pendant la présentation, il y a deux choses que j'ai bien entendues. Ça fait des économies, la VE, et il y avait le souci de calendrier que nous indiquaient les certificateurs ici présents. Alors, le temps c'est de l'argent. En vrai, cette affaire-là de VE collective, ça a coûté cher à Orange? Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je peux tout à fait mettre ça sur la table. Parce qu'on dit que ça fait faire des économies tout le temps. Des économies, je ne sais pas. Nous, on avait une volonté politique de mettre en place ce genre de programme pour permettre aux gens d'avoir une reconnaissance de leurs compétences, pour les volontaires, encore une fois. Et donc, les chiffres que j'ai constatés sur les coûts des budgets concernant les projets que j'ai menés et que je mène, bon, ça revient en moyenne à 2,3 kg par candidat. D'accord. Vous vouliez réagir? Oui, c'est par rapport à la société Orange, quand on fait partie des jurys, on s'aperçoit parmi les différents candidats, dont les candidats qui viennent d'Orange, qu'ils ont en général un niveau de formation continue exemplaire par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils bénéficient au sein de ce groupe de nombreuses formations. Et le fait de faire de la VAE, je ne pense pas que c'est pour but de limiter le nombre de formations continues pour ces salariés. D'accord. Oui, donc pour ajouter à ce que dit Michel, donc France Télécom Orange consacre 6,8% de sa base salariale pour la formation. Et disons que au niveau de la direction technique France, le budget annuel de formation est de 14 millions d'euros, excusez-moi, ce retour dans le passé. Et disons que les projets ont coûté de l'ordre de 600 à 700 euros. Est-ce que l'accompagnement VE collectif, à votre avis, Anne Gernier, change le métier d'accompagnateur? Non, puisque, comme disait M. Ménager tout à l'heure, l'accompagnement reste individuel. C'est-à-dire que même si on est dans une démarche collective, la différence va être plus au niveau des ateliers collectifs, du calendrier qui va être le même sur une opération. Par contre, l'accompagnement même reste individuel. On accompagne une personne dans son parcours en aidant à faire ressortir effectivement toutes les compétences et prendre du recul par rapport à une pratique, mais sur un parcours entier. Et je crois que l'expérience vécue là, est assez intéressante à ce niveau-là, puisqu'on avait 6 personnes, je crois, qui étaient dans le même service, sur le même diplôme, donc la licence professionnelle réseau sans fil et sécurité. Et en fait, on est arrivé au moment du jury avec 6 dossiers complètement différents. Même si vous avez, je crois, partagé vos dossiers, les dossiers des uns étaient à disposition des autres. Mais malgré tout, donc en fait, au niveau de l'accompagnement, on reste dans une relation, dans un binôme, dans une relation d'un accompagnateur à une personne. Un accompagnement individuel et un vécu assez individuel aussi. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Monsieur Ménager. Cette affaire-là de VE dans votre vie, c'est une expérience qui est très personnelle. Totalement personnelle. Pour rebondir sur ce que disait Bernier, en fait, c'est vrai qu'on était
6 personnes, donc 6 ingénieurs radio. On bosse sur un open space, un bureau paysager en français. Et donc, c'est quelque chose qui favorise la circulation de l'information, le partage des compétences. Mais c'est vrai qu'au final, on voit que les 6 dossiers étaient vraiment extrêmement différents et c'était vraiment un vécu très très personnel. Enfin, c'est comme ça que je le vois. On va passer à un autre aspect de ces VAE pour les salariés, les VAE mixtes. Alors, on voit de plus en plus, et vraiment de plus en plus, des systèmes hybrides qui se mettent en place dans le cadre de VAE collective, avec des formations complémentaires en parallèle de la démarche VAE. Ça a tendance à se multiplier. Alors, soit pour que le salarié soit à même de bien expliciter et d'avoir un regard à distance de son expérience, soit pour compléter ce qui serait estimé comme des lacunes dans le parcours du salarié pour valider une certification. Monsieur Idelovici, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Idelovici est assez dubitatif, parce que, effectivement, la loi dit que, en cas de validation partielle, le candidat peut d'abord passer l'épreuve sous forme ponctuelle, et donc, pour pouvoir passer cette épreuve sous forme ponctuelle, il peut se former, suivre des cours, etc. Bon, je suis dubitatif parce que, compte tenu de l'atomisation du nombre de diplômes, il n'y a pas d'offre de formation modulaire qui correspond au VAE partiel. Je crois que beaucoup d'organismes ont essayé de découper, de saucissonner leur référentiel, mais il n'y a pas économiquement le dispositif de formation n'est pas économiquement viable. Donc, au fond, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors après, si le complément de formation, c'est 3 couches de peinture pour que le candidat maîtrise un peu mieux la culture métier, qu'il se représente avec la même expérience pour avoir son diplôme en VAE, là je suis moins d'accord. Je pense qu'il pervertit les choses. C'est la confrontation pendant plusieurs années à une réalité professionnelle qui fait l'intérêt de la VAE et sa pertinence. Si je vois en Rhône-Alpes, il y a certains organismes qui proposent des stages d'observation, notamment pour des diplômes type CAP petite enfance, où il y a un volet professionnel individuel et un volet en structure collective. Souvent, les candidats n'ont pas le volet structure collective. Alors, on les met 15 jours en crèche et on les fait repasser devant le jury. Ils n'ont pas d'expérience professionnelle pendant 3 ans au niveau d'une crèche. On peut acquérir les mots, le métier, avoir observé, mais est-ce que ça, c'est suffisant pour repasser devant un jury? Je ne crois pas. Monsieur Tinbruck, vous pouvez nous donner l'expérience que vous avez eue avec l'AFPA? Oui, donc nous on ne fait pas de formation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de VAE mix. Avec l'AFPA, on a mis en place des entraînements courts qui permettent de combler certaines lacunes sur certains titres. Alors je m'explique. Si je prends le titre installateur de réseau câblé de communication, qui est un titre de niveau 5, donc niveau CAP, dans le référentiel de ce titre, il est fait mention qu'on doit maîtriser la pratique à la fois sur le cuivre, le câblage cuivre, sur le câblage coaxial et sur le câblage fibre optique. Et disons que dans le cadre de la validation avec le ministère de l'Emploi, elle se passe non pas comme dans le système avec les universités, mais d'une manière autre, à savoir qu'il y a une mise en situation professionnelle et ensuite un entretien avec le jury. Et dans la mise en situation professionnelle, les 3 technologies sont examinées par le jury et donc le candidat doit pouvoir travailler sur ces 3 technologies. Bon, il se trouve qu'à France Télécom, les effectifs de nos collaborateurs techniciens d'intervention client sont nombreux et les gens se sont spécialisés. Et pour certains, ils ont fait toute leur vie du cuivre, et ils n'ont jamais fait de coaxial, ils commencent à faire un peu de fibre optique. Et donc, si on n'avait pas proposé des entraînements courts sur le coaxial, il était sûr et certain que ces candidats auraient été en validation partielle. Donc nous avons pris le parti au niveau de l'entreprise de leur proposer un stage court de 3 jours pour leur permettre de maîtriser l'essentiel sur la technologie coaxiale, qui est simplement qu'une transposition de ce qu'ils savent faire à la fois sur le cuivre ou sur la fibre optique. D'accord, merci. Alors, on
pourrait parler longtemps de cette question-là, c'est une question très intéressante, mais le public n'aura plus la parole, et c'est quelque chose d'important dans cette fin de matinée. J'ai un petit truc à rajouter. Oui, allez-y. Donc moi je pense que c'est une vue de l'esprit de se dire que lorsque on passe un diplôme, on emploiera tous les domaines que ce diplôme balaie. En fait, par définition, tous les métiers conduisent à des spécialisations. Après, c'est plus l'aptitude à évoluer, et puis la spécialisation dans laquelle on était en fait est modifiée. En fait, c'est une aptitude à s'adapter, à mon sens. Juste un petit mot. Je suis assez partagé justement sur la formation en cours de VAE, justement parce que on estime si quelqu'un n'a pas de compétences suffisantes pour avoir le diplôme et lui proposer une formation, cette formation ne va peut-être pas lui correspondre dans son métier, dans l'évolution qu'il souhaite de son métier. Et donc ça peut être une grosse démotivation pour le processus. Je pense que ce processus est intéressant par contre pour quelqu'un qui vise une VAE partielle parce qu'il souhaite se former sur quelque chose, sur une compétence particulière. Un tout petit et très rapide, parce que c'est assez intéressant. Dans ma philosophie de la VAE, si en 3 jours on peut se former à la fibre optique, alors moi j'aurais donné le diplôme même si c'était pas le cas. Si on n'avait pas... Pourquoi? Parce que ça veut dire que la compétence, elle est transférable. Voilà. Et que le cœur du métier, c'est la connectique. Je ne suis pas spécialiste, je suis juriste en fait de formation. Mais c'est la connectique et qu'au fond, la compétence avec des gens avec des gens intelligents, des individus intelligents, elle est transférable à une technologie voisine. On ne va pas parler de zone proximale de développement, mais voilà, la personne sait s'adapter. D'ailleurs, vous avez certainement des centaines de salariés qui sont adaptés, alors avec le but de la formation interne, hein, mais à des évolutions technologiques. J'imagine qu'en 40 ans, on a un peu changé les choses. Alors, je vais juste rajouter 2 mots par rapport justement à cette importance de l'approche globale, donc au moment des jurys, et ensuite par rapport à la VAE partielle. Je crois que les universités, on a pas mal réfléchi sur les préconisations suite à une VAE partielle, parce que justement toutes nos formations ne sont pas modularisées. Et on sait très bien qu'on ne peut pas demander aux personnes de revenir 1 heure le jeudi, 2 heures le mercredi, etc. pour suivre une formation. Donc on s'oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle les préconisations spécifiques. On repère les compétences dites manquantes. S'il n'y a pas de possibilité de les combler par rapport à autre chose, le jury essaye de réfléchir à une autre forme pour acquérir ces compétences manquantes, qui peuvent être sous la forme d'un dossier à réaliser avec un tutorat par exemple, des formes beaucoup plus individualisées permettant d'être faites en complément d'une activité professionnelle. D'accord, en guise de conclusion, quelques éléments de réflexion que vous m'avez donnés quand je vous ai appelés les uns les autres pour parler de cette table ronde. Monsieur Thiebreck, vous me disiez, pour que les entreprises soient informées de la VAE, ce qui serait bien, c'est de mettre en place une ligne téléphonique destinée aux entreprises. Alors, vous confirmez? Je confirme qu'effectivement, il y a un manque d'information au niveau des services RH et que, effectivement, certains hésitent à se lancer dans cette aventure, d'autant que lorsqu'ils parlent de VAE, de reconnaissance de compétences, effectivement, ils ont peur d'avoir une reconnaissance de demande d'augmentation ou de promotion. Madame Erel, les points de formation conseil en VAE que vous connaissez bien et le Carif ont-ils un rôle à jouer dans la formation des entreprises et des salariés? Alors, pour les salariés, oui, pour les entreprises, peut-être sur leur territoire, parce que comme ils sont, on en a beaucoup sur le territoire breton de Pointe-Pic, tout le territoire est quasiment couvert, il me semble bien. Je crois qu'il y a un rôle à jouer. Pour l'information, c'est vrai que pour l'instant les points pics sont très axés à l'information des personnes, pas uniquement des salariés d'ailleurs, des personnes. Donc peut-être que là effectivement il y a quelque chose à voir. Je ne sais pas trop sous quelle forme, hein, mais il faudrait effectivement travailler avec les points pics. Les points pics en général ils sont aussi, si je vois bien, c'est souvent des gens des points qui sont intégrés dans des structures qui font partie des maisons de la formation professionnelle en Bretagne.
qui eux, bon, c'est un réseau qui fonctionne, qui travaille aussi en lien avec les territoires. Donc je pense effectivement qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous insistez sur une entrée territoriale, oui. D'accord. L'entrée branche professionnelle et les contrats d'objectifs, par exemple, qui intègrent la VAE, ça vous semble un point important, les uns les autres? Monsieur Lebovici, pardon, monsieur c'est dans la loi et dans l'accord national interprofessionnel, la promotion de la VAE comme un des outils de la GPEC. Je pense que les institutionnels, les représentants des partenaires sociaux sont tous militants du sujet. Le problème, c'est comme pour la GPEC globalement, ça a du mal à infuser dans les entreprises. Alors, il y a quelques entreprises phares, il y a Leroy Merlin, il y a McDonald's, Danone, que sais-je encore, qui au niveau. Oui, il y en a d'autres, mais la FNAC, voilà. Mais c'est vrai qu'il nous arrive souvent, nous, de rencontrer des gens, je sais pas, dans les réunions de la NDRH, par exemple, où les gens découvrent, voilà, les gens découvrent. Ou en tout cas, ils découvrent la réalité, quelquefois très éloignée de leur représentation. Voilà. La représentation commune, c'est la VAE. Alors d'abord, pour certains, c'est vente à emporter. Hein. Nous, on sait ce que c'est. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Et voilà, ils ont une représentation. C'est long, c'est compliqué, c'est cher. Voilà. Donc la VAE, c'est pas pour nous. Et il faut vraiment casser la représentation pour. Alors quelquefois, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui fait une VAE individuelle. Du coup, ça SM. C'est la valeur de l'exemple. Voilà. Mais oui, c'est long, c'est dur. Et en plus, comme il y a beaucoup d'acteurs, on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà. Et donc, nous, on a essayé d'avoir un seul guichet. La valeur de l'exemple, un guichet, entre guillemets, unique, une entrée territoriale, une multitude d'acteurs qui sont concernés et qui peuvent intervenir dans la VAE, une lecture des référentiels, certification des référentiels métiers qui doit se faire vraiment de façon très précise. L'intérêt de travailler avec un certificateur dit local, hein, proche, avec qui on peut voir. Est-ce qu'il est possible, Anne Gernier, à quelques mots de la fin, d'imaginer d'autres modes d'accompagnement pour les entreprises et leurs salariés? D'autres modes d'accompagnement pendant la VAE. Donc, beaucoup d'accompagnements se font déjà à distance, hein, puisque le taux de personnes en activité est important. Donc, je crois que quant au choix du certificateur, il faut d'abord choisir le bon diplôme. Et le bon diplôme n'est peut-être pas juste à côté. C'est vrai qu'en ce cas-là, il peut avoir effectivement d'autres formes d'accompagnement. Le réseau Réunivacat a mis en place, par exemple, un module d'accompagnement en ligne, donc qui permet de travailler à distance, de prévoir régulièrement des rendez-vous téléphoniques pour faire le point, mais ce côté-là est envisageable, bien sûr. Madame Herrel, est-ce que les inégalités de la formation professionnelle continue se retrouvent dans la VAE? Ce n'est pas fait pour ça. Oui. Voilà, je crois qu'on n'a pas trop. Encore que si monsieur Raoult parlait tout à l'heure monsieur Simor, du type de diplôme qui a été passé en Bretagne, et on voit que ce sont beaucoup de niveau 5, parce que l'accent a été mis là. Donc on pourrait se dire effectivement, comme c'est beaucoup de diplômes de niveau 5, c'est donc des gens qui sont avec une faible qualification. Il faudra les regarder parce que je ne suis pas très sûre que ça fonctionne tout à fait, que ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que on retrouve la même chose que dans la formation, c'est-à-dire des gens qui disent « Ouh là là, ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. D'abord, j'ai rien à faire valider parce que je ne sais rien faire. Enfin, je fais toujours la même chose, donc ça n'a aucune valeur. » On a effectivement des personnes qui sont à la fois très loin de la formation, mais qui sont aussi très loin de la VAE, parce que pour eux, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a tout un travail qui est à faire au niveau de la région, mais pas qu'ici, sur favoriser cette entrée sur la formation. Il y a un problème dont on a très peu parlé pour les personnes en individuel, parce qu'on en a parlé beaucoup de collectifs, qui est le coût. Le coût. Quelquefois, ça peut coûter très cher. Il y a des financements pour les individus qui sont, mais quelquefois,
le coût dépasse largement ce financement. Donc c'est une question aussi à laquelle il faut s'accrocher, parce que quelqu'un qui a un petit salaire, il ne va pas pouvoir investir, il investit déjà longtemps, investir énormément d'argent sur une VAE, même s'il est aidé. Mais je crois qu'il y a des coûts qui sont importants. Et ça, il faut le prendre en compte. L'importance pour des personnes qui au départ étaient éloignées de la certification, l'importance, vous l'aviez dit aussi pour certains d'entre vous, pour des personnes dites seniors en termes de transmission de savoir-faire, en termes de fonction de tutorat, etc. Donc que la VE concerne l'ensemble des salariés qui soient éloignés ou pas de la formation professionnelle. En termes de conclusion, je vais vous demander à chacun juste 2 mots. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour faire en sorte que cette mesure, que ce droit individuel puisse devenir réellement prendre une place en termes de développement économique des entreprises? Et ensuite, de me raconter, en 3 mots, parce qu'il est temps d'arrêter, votre plus beau souvenir en VE. C'est quoi? Vous commencez, Madame Eyrad? Je vous laisse 1 minute à chacun. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que, en fait, la VE, c'est tout jeune, c'est tout petit. Enfin, la durée de vie de la VE, c'est 10 ans, c'est rien à l'échelle du temps de formation que l'on peut avoir. Donc, c'est poursuivre ce qui est déjà fait. Donc, il y a un COM-VAE là, qui va se mettre en place, si j'ai bien compris, sur la région Bretagne. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut aller, il faut impliquer tous les partenaires. Donc ça pour moi, ça serait important. Et le meilleur souvenir, c'est une dame qui a fait une validation du DEAVS, donc du diplôme d'État, tout ce qui est travail à domicile. Elle m'a dit, ah bah j'en ai bavé, parce qu'à la fin, j'en pouvais plus, il fallait écrire, je voulais plus. Mais je l'ai fait, et bien maintenant, je suis bien. Anne, très rapidement. Alors, très rapidement, sur ce qu'il y a à faire, je pense que ce qu'on a entendu ce matin, c'est encore, il peut demeurer l'idée que la VAE est quelque chose de très difficile, on ne sait pas trop où se renseigner, on ne sait pas trop, un peu le parcours du combattant. Je crois que ça devient de moins en moins vrai, mais quand le contact est pris avec le bon certificateur, avec le bon accompagnateur. Donc peut-être encore améliorer la formation avant. Quant aux meilleurs souvenirs, je dirais que j'en ai beaucoup au moment des jurys, qui sont tous ces témoignages forts, vraiment très forts. Et je me souviens notamment d'une candidate qui avait dit qu'elle avait fait cette VAE pour faire mentir le proverbe « le temps perdu ne se rattrape jamais ». Donc en fait, toutes les formations pas faites en formation initiale pouvaient être récupérées. Monsieur Tabourman, très rapidement aussi. Je pense qu'il faut privilégier la communication à tous les niveaux pour promouvoir des guichets point d'entrée unique. C'est important. Des relations professionnelles, nous sommes venus à la VE au niveau des départements réseau et télécom parce qu'on avait une forte relation en formation continue et en apprentissage avec le groupe France Télécom. Donc il faut prendre tous les moyens disponibles pour privilégier la VE. Mon meilleur souvenir, je pense que ça se rapproche de Anne, c'est au niveau du jury, parce que là on a vraiment une concentration de l'attention de tous les efforts qui ont été réalisés pendant éventuellement 1 an. Et donc là, il y a une vraie transformation avant et après le jury, et ça c'est un moment très très fort. Monsieur Timbrun, tout aussi rapidement. Alors, tout aussi rapidement, je pense qu'effectivement, communiquer sur validation des acquis d'expérience, il faut encore persévérer sur ce sujet parce que ce n'est pas encore suffisamment connu. Et il faut peut-être faire plus de communication sur les expériences réussies pour justement inciter certaines personnes à se lancer dans l'aventure. Le meilleur souvenir, moi, c'est que j'ai rencontré un
candidat qui était syndicaliste. Et lui, il s'était inscrit parce qu'il voulait voir si l'entreprise tiendrait les promesses qu'elle s'était engagée au lancement du projet, à savoir qu'elle mettrait un accompagnement de qualité, personnalisé, qu'elle prendrait bien sûr en charge financièrement la démarche, qu'elle donnerait des entraînements si nécessaire, et que la hiérarchie essaierait d'aider le collaborateur pour réussir. Et bon, il a vu que ça a marché. Monsieur Ménager, votre plus beau souvenir, c'est d'avoir eu votre diplôme? Pas du tout. C'est un peu anecdotique. Mais juste, moi je pense que la VAE, pour le premier point, c'est une idée qui infuse en fait. Elle se répand, elle a un petit effet multiplicateur par ceux qui l'ont déjà passé, mais je pense que c'est comme toutes les idées, elle se répand dans la société, et je suis sûr qu'en fait c'est un axe qui permettra de se dire que le diplôme de départ n'est pas tout. Et le petit côté anecdotique, en fait, c'est que, à titre personnel, j'ai un fils qui passe un doctorat. Moi, je passais donc une licence pro, et donc j'ai eu ma licence pro avant son doctorat. Donc c'était sympa. Oui, j'allais dire, je n'ai que des bons souvenirs en VAE, mais oui, les candidats qui obtiennent une VAE, j'ai le souvenir de ces dames, vous savez, elles font un métier bizarre, là, elles proposent des tranches de saucisson dans les supermarchés le samedi. Alors saucisson, confiture, et voilà. Et on a eu une remise collective de diplômes, alors c'était une mention complémentaire post-CAP. Il y avait 10 dames d'une cinquantaine d'années qui étaient en pleurs parce que c'était leur premier diplôme. Voilà. Et ça, quand on fait ça, on dit c'est un peu un métier qui a du sens. Et il y a Nietzsche qui disait en gros, le pire de l'humain, c'est quand on fait honte à quelqu'un. Je crois que le meilleur, c'est aussi quand on rend fier. Et la VAE, ça permet de rendre fier un certain nombre de gens, et ben, voilà, c'est un beau métier. D'accord. Pendant que les micros se distribuent dans la salle pour que vous posiez vos questions, moi je vais vous raconter mon plus beau souvenir de VAE. Ce sera une conclusion par rapport à ce que vous avez dit. Un jour, mon fils est rentré à la maison. C'est un enfant, enfin c'était un jeune garçon, un jeune homme déjà, qui était en échec scolaire et qui allait rentrer pour faire un CAP. Il avait trouvé une formation. Et il m'a dit, mais tu vois maman, je vais avoir mon diplôme là, le CAP. Et ensuite, eh ben, si je travaille bien, quand j'aurai travaillé, il y a un truc que quand tu travailles, tu peux avoir le bac pro. Et je me suis dit, à ce moment-là, la VAE est vraiment rentrée dans une histoire de projet, dans ce que Hugues Lenoir appelait une promesse d'avenir, et peut être réellement, par l'information des jeunes, par leur éducation, entre guillemets, entrer dans ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et je crois qu'on a là quelque chose d'angulaire pour toute une histoire. Et on l'a bien entendu dans vos témoignages, quels qu'ils soient, c'est à tout âge, et pas simplement entre 30 et 40 ans. N'oublions pas la pyramide des âges et les seniors dont on parle tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose que oui. Oui, bonjour à tous. Je suis Nelly du Cerisier, chargée de mission au réseau des universités de l'Ouest Atlantique à Nantes. Je suis très heureuse d'être là sur un plan professionnel et aussi personnel, parce que moi, mon plus mauvais souvenir, c'est le jury VAE. Donc, en fait, ça fait 10 ans que je travaille à l'université. J'ai été secrétaire pendant 2 ans, ensuite assistante de direction, et j'ai passé un diplôme en VAE. Donc j'ai sauté, je suis passée du CAP employé de bureau au BTS assistant manager. C'était un défi personnel, certes, mais je regrette pas du tout mon parcours, puisque moi, mon challenge à 17-18 ans, c'était le sport et l'humanitaire. Et à travers mes expériences dans l'humanitaire et mes expériences à l'étranger, puisque j'ai vécu 4 ans au Japon, mon parcours personnel a largement servi mon diplôme également. Donc, j'ai donc été assistante de direction au réseau des universités de l'Ouest Atlantique pendant plusieurs années. Et j'ai passé mon BTS, et ensuite les présidents, dont M. Gombert, m'a proposé de devenir la chargée de mission du réseau.
Maintenant, je fais partie du jury de certification sur ce diplôme. Je trouve que c'est intéressant aussi d'être de l'autre côté et d'accompagner les adultes dans cette démarche. Je reviens sur l'étude qui a été citée plusieurs fois ce matin. L'étude sur les effets de la VAE, donc les deux stagiaires qui ont fait cette étude dans le cadre de leur Master 2 à Rennes 2. Les résultats de cette étude répondent, il est vrai, à l'objectif de réinsertion en termes d'évolution et de reprise d'études. Il n'en demeure pas moins qu'à travers cette étude, il ressortait plusieurs points à renforcer, notamment l'individualisation sur les parcours qui me paraît essentielle. On va y revenir cet après-midi, madame. Je m'excuse de vous interrompre, mais on est là sur une dynamique de VE collective et en entreprise. Et j'aimerais, si vous le permettez, qu'on puisse avoir le temps, comme il nous reste que quelques minutes, d'entendre quelques questions, sachant que votre intervention très intéressante est vraiment le passage de témoin pour ce qui va se dire cet après-midi et où il sera fait. Je fais l'introduction avant l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à nos invités? Oui. Tiffany Violet-Tenay, animation VAE Grèce-Bretagne. J'aurais une question pour M. Hidelo-Lissi. Alors, c'est une question un petit peu, c'est en termes de flux. Les entreprises vous contactent, on voit toutes les difficultés à contacter le monde de l'entreprise. J'aurais aimé avoir quelques chiffres, combien de contacts, sur les chèques qui vous intéressent, et combien surtout se lancent ensuite dans une opération de VAE collective. Alors, vous parlez de chiffres de VE collective par la plateforme des certificateurs ou VE collective en Rhône-Alpes? Alors non, par la plateforme... Alors, par la plateforme, on a une quinzaine de projets à notre actif depuis 2-3 ans. Sachant qu'entre le début du projet et la fin, ça prend effectivement facilement 2 ans. Donc, il y a des projets en mais je pense que ce n'est quand même qu'une partie de la VE collective. Hein. Tout en Rhône-Alpes ne passe pas par la plateforme des certificateurs. D'accord. J'aurais aimé savoir aussi si vous avez aussi encore quelques chiffres par rapport au contact et ensuite au projet qui aboutissent. Alors, oui, j'ai les chiffres, je n'ai pas voulu en faire des diapositives. Il y a d'excellents taux de réussite, c'est-à-dire qu'on réussit mieux en VAE dans le cadre d'un projet collectif que... Non, c'est pas ça. Non, c'est une entreprise qui vous contacte, elle se lance ou elle se lance pas ensuite dans un projet de VAE collective. C'est-à-dire que par rapport au contact... le taux de concrétisation. Voilà, de concrétisation des contacts. Pour l'instant, tous ceux qui nous ont contactés ont enclenché un projet. C'est-à-dire que c'était déjà mûr, en fait. C'était déjà mûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Alors, je n'ai pas de questions. C'est plutôt pour répondre à une question. Vous avez posé la question si les branches professionnelles pouvaient être une entrée effectivement dans la VAE collective. Moi, je représente la branche des travaux publics avec des grandes structures et des PME. Ça fait partie des priorités nationales de la branche. Au niveau régional, on a inscrit cette priorité dans notre contrat d'objectif. Alors, ce n'est pas seulement un principe écrit, hein, on a des actions concrètes. J'ai d'ailleurs 2 jurys de CQP branches la semaine prochaine sur 2 métiers de canalisateurs et d'applicateurs de revêtement routier, donc des métiers très précis dans l'entreprise. Pour autant, c'est compliqué, ça fait 5 ans qu'on mène ce type d'action. Et on a essayé, je ne sais pas si ça fait partie des facteurs de réussite, on sollicite notre ORCA effectivement pour faire l'accompagnement à la fois de l'entreprise et du salarié. Voilà. Merci beaucoup, madame. Oui. Oui, allô? Oui, Jacques Barré, donc ancien acteur de la VAE. Je reviens sur le titre là, qui me choque un petit peu. Je ne vois pas en quoi la VAE est un outil de développement des compétences. C'est un outil de mise en valeur des compétences, mais pas de développement. Sur le mot compétence, j'espère que vous reviendrez dessus cet après-midi. On en a pas mal parlé. Monsieur Hidelo-Lissi a essayé de donner une définition. Bon, il y a un point extrêmement important, je crois,
et la VAE ne peut pas marcher sans cela, c'est que pour ce qui est de l'université en tous les cas, se sont engagés dans une démarche extrêmement importante, la description des formations en termes de compétences. Ceci, il faut bien voir qu'il y a 15 ans, 20 ans, les universités, la description des formations, mais simplement un seul descriptif, c'était un vrai désert. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avancer, qui ont fait avancer ceci, en particulier le certain nombre d'étudiants, etc. Mais la VAE est un autre outil, puisque c'est une autre approche, c'est un autre descriptif, et là, effectivement, au niveau de la communication, bon, la communication à l'heure actuelle, ça devient un peu fou, mais enfin bref, on est dedans. Hein. Au niveau de la communication et contact avec les entreprises au niveau démarches collectives ou individuelles, là, il y a encore énormément de travail à faire. Alors, par contre, l'université, au niveau des compétences, les enseignants ont acquis des compétences à décrire les formations en termes de compétences. Ça, merci Jacques. Monsieur je vais avoir une réaction qui va peut-être vous faire réagir tous, notamment les universitaires. Je ne pense pas qu'une formation puisse permettre de rendre compétent, même si elle est décrite en compétences. Dans le cadre de l'écriture d'un programme ou d'un référentiel, on forme en vue de la réalisation d'activités qui mobilisent des compétences. Et du coup, on va prendre les compétences comme étant des éléments clés. Or, je ne suis pas compétent tant que je n'ai pas fait une répétition d'actions qui me mettent en situation de mettre en œuvre cette compétence. Je suis pas, quand je suis prof, bon, j'étais prof avant, je ne suis pas compétent la première année, ni la deuxième année, il faut 5, 6, 7, 8 ans. Et dans le sentiment de compétence, ou la véritable compétence, c'est la capacité à refaire sans refaire, c'est-à-dire à avoir un processus, alors je ne vais pas m'étaler, mais un processus d'adaptation à une situation voisine de celle qu'on a déjà connue. Et donc on est compétent lorsqu'on a vécu des années d'expérience. Voilà. Et quand on donne un BTS ou un IUT, ce sont des éléments favorables ou favorisants, des débuts de compétences. Mais en tout cas, prenez un vendeur, quel que soit son niveau, quand il débarque dans le métier, excusez-moi, il ne sait pas grand-chose. Alors, il y a des métiers qui sont plus ou moins, où les compétences, où l'ancienneté a plus ou moins d'importance, mais en tout cas, on ne peut pas former en formation initiale des gens qui sont immédiatement compétents. Avant d'aller déjeuner, une dernière question. Pardon ? Juste une petite réaction par rapport à l'université. Il y a évidemment une grosse évolution parce que un diplôme, ça peut s'obtenir de formation initiale de manière classique, mais aussi en alternance, en apprentissage. Et ça, c'est un autre point de vue. Et c'est là où on s'aperçoit, malgré tout, qu'en formation initiale, on peut avoir des étudiants qui sont aussi salariés et qui ont des compétences et chez lesquels on peut constater des compétences au contraire. Je pense que la VAE contribue justement au développement des compétences pour les enseignants, justement, à délivrer un message plus clair pour les entreprises et aussi, j'en sais quelque chose puisque j'y participe, on est en train de rédiger un nouveau programme pédagogique national pour les départements réseau et télécom de France et le cœur de ce programme est la compétence qu'on va développer chez les étudiants. Une dernière question. Oui, alors j'appelle le micro. Là, je voulais vous poser une question sur l'accompagnement en ligne. Ça me paraît quelque chose d'assez obscur pour moi, qui ne suis pas un spécialiste de la validation des acquis. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, l'accompagnement en ligne, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part un module, puisque au niveau du réseau Réuniva 4, on a adopté une trame de dossier. Je ne vois pas à qui je parle en fait. Donc, en fait, on a adopté une trame de dossier commune aux 4 universités bretonnes et on avait déjà fait un guide d'accompagnement reprenant ce qui était attendu pour le dossier et des exemples en face. Donc, pour répondre à une demande qui nous paraissait importante, on a développé en parallèle
des modules reprenant les différentes phases du dossier, les attentes à chaque phase et quelques exemples, avec en même temps un glossaire, c'est quoi une compétence, etc., etc. Donc en fait, toute personne s'inscrivant dans une démarche de VAE à l'université avec un accompagnement a accès à un mot de passe lui permettant de se connecter sur l'environnement numérique du travail de l'université et qui lui donne accès donc à ces modules en ligne. Donc ça c'est pour l'accès, pour la partie ressources. Et sinon je crois qu'on fonctionne, mes collègues pourront compléter, de cette même manière, c'est-à-dire qu'on demande aux candidats de commencer à écrire, rédiger leur dossier, de nous le transmettre et on peut faire les remarques directement sur le dossier, renvoyer les demandes d'explications supplémentaires, etc. Et de temps en temps prévoir un rendez-vous téléphonique qui permet effectivement de faire cet accompagnement à distance à partir du moment où on est dans une relation individualisée. Une autre question? Oui. Tout à l'heure, quelqu'un disait que la VAE était liée à la GPEC. Est-ce qu'on sait combien d'entreprises ou branches professionnelles font de la GPEC? Parce que tout à l'heure, à Yvonne évoquait une entreprise bretonne qui semblait ne pas faire vraiment beaucoup de GPEC, mais sans ses salariés sur le carreau. Quand on écoute les médias, on parle d'entreprises, d'acier, etc., on n'a pas l'impression non plus que ça fait de la GPEC. J'ai un cousin qui est artisan, il a un salarié, il ne fait pas de GPEC. Donc, quelles sont les entreprises ou les branches professionnelles qui font de la GPEC et auprès desquelles on peut avoir des chances, si on s'y fait employer, d'avoir accès à l'ADN? Sur la GPEC, oui. C'est vrai que c'est très, très difficile enfin, d'avoir des chiffres. On sait que globalement, en général, les quelques grandes entreprises peuvent en faire. Alors après, ça dépend de ce qu'on met sous GPEC. Mais les grandes entreprises, en général, en font, surtout quand elles sont dans une dynamique de développement, etc. Il y en a d'autres, il y a des écrans. Enfin, je citais Double tout à l'heure. La GPEC, je ne suis pas sûre qu'ils sachent ce que c'est. On l'a vu d'ailleurs, ce que ça donne. Mais il y a aussi les petites entreprises, les toutes petites, qui n'ont pas de RH, qui ont beaucoup de difficultés à le faire. Ils en font de façon sauvage, je dirais. C'est quelquefois, on essaye de voir un petit peu comment ça va se développer, quelle idée de chef d'entreprise, quand il a 2 salariés, comment il va s'y prendre, qu'est-ce qu'il va faire. Mais je crois que là, il y a un gros souci sur les petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas les moyens humains, financiers, quelquefois, de faire un gros travail là-dessus. Je crois qu'il y a une aide qui devrait donner. Alors, en Bretagne, on a des groupes de la GPEC territoriale, c'est-à-dire sur un territoire, les entreprises, il y a une organisation qui peut aider à développer cette GPEC. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup en Bretagne, j'ai pas ça en tête. Mais je sais que ça existe, il y a quelques secteurs où ça commence à émerger au niveau d'un territoire. Donc il y a des choses qui avancent quand même, un peu. Au niveau légal, donc, les entreprises depuis 2005, de plus de 300 salariés, doivent effectivement avoir un plan de GPEC négociable tous les 3 ans. Mais si on rapporte ça au nombre d'entreprises, on a effectivement des structures de TPE, alors maintenant d'autres entrepreneurs, absolument avec une pyramide très, très, très élargie à la base. Juste un petit commentaire, j'ai fait toute une tournée en Rhône-Alpes avec l'UPA, l'Union des artisans. Donc on a rencontré les artisans. Ils ont une relation à la formation qui est héritée de leur propre passé, les chefs d'entreprise des toutes petites entreprises. Et donc c'est une relation à la formation, c'est une relation au diplôme. À quoi ça sert, mon petit, tu fais comme moi? Comme ils n'ont pas forcément... Alors ils réussissent, la question n'est pas là, mais comme ils n'ont pas réfléchi à leurs propres compétences, ils ne voient pas la nécessité d'une formation. Ils ont appris sur le tas. Il y avait le patron, on a fait pareil, ou le père, on a repris la même activité. Alors quelquefois, on a 3-4 salariés. Puis vous savez très bien qu'avec les artisans, je ne sais pas qu'il y a pas d'artisans dans ça, quelquefois, le plus dur, c'est pas de la qualité de leur travail, mais c'est de les voir travailler, de les voir arriver, parce qu'ils sont globalement incapables de gérer un planning. Voilà, donc ils font, et puis il y a des formes de lacunes. Voilà.
Allez, la toute dernière, parce que j'ai vu une main se lever tout à l'heure. Non, il n'y a plus personne. Nous vous remercions vraiment de votre attention pour cette matinée. Vous donnons rendez-vous en tout début d'après-midi.